4e mois, mais sur le programme. Messieurs Calumet Max Félicien, c'est le vice-président du Comité national pour l'Assemblée constituante et président au César du KSCC de l'archidiocèse de Kinshasa. La parole, je n'ai pas beaucoup à dire. Comme je suis le président diocésain du KCC, le KCC c'est le Conseil de l'apostolat de laïcs catholique du Congo. Et c'est une plateforme créée par les évêques de l'Église catholique du Congo. Comme vous le savez si bien, dans l'Église, il y a 2 piliers. Le premier pilier est constitué par les clergés, donc les prêtres. Et le deuxième pilier, c'est les laïcs. Donc ce sont les 2 piliers qui soutiennent l'Église. Nous devons marcher ensemble pour le bon fonctionnement de l'Église. Quand l'autre pilier est en train de vaciller pour tomber, l'Église ne sera pas là. Donc l'Église va s'effondrer. Donc, si je prends la parole, je dois m'aligner sur ce que l'Église me demande. Pour ce que l'Église nous demande, nous les chrétiens. Mais dans tout ce que l'Église demande, il y a les discernements. Chacun est appelé à discerner ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit laisser. Et le forum comme celui-ci apporte la lumière. C'est que souvent, nous les chrétiens, comme a dit quelqu'un ici dans la salle, le commun du mortel, on parle de la Constitution. La Constitution, c'est quoi pour lui? Quel est le bien fondé de la Constitution? Alors, c'est ce que nous avons demandé jusque-là, que nous puissions être le tremplin. C'est ça le grand travail de KCC, c'est de prendre l'idée, la communication, c'est que les évêques disent et amener ça chez les laïcs et prendre ce que les laïcs disent pour amener chez les prêtres. Donc nous sommes le courant de transmission, de véhiculer l'information du sommet à la base et de la base vers le sommet. Alors, notre travail, c'est de pouvoir éclairer. Éclairer, c'est-à-dire ce que les évêques ont dit, nous prenons cette information, nous allons répercuter ça au niveau des chrétiens, au niveau des fidèles. Et chacun, quand il a l'information et la bonne, il peut discerner et pouvoir choisir si c'est opportun de changer la Constitution. Il sait maintenant pourquoi on doit changer. Si ce n'est pas opportun de changer, il sait aussi pourquoi on ne peut pas changer. Donc ça, c'est le grand travail qui est à notre niveau, que nous allons concevoir. Nous avons demandé que le message des évêques, bien sûr, on a dit ça en français, le commun du mortel ne comprend pas le français. Il faudrait que ce message soit transformé, ou pas transformé, mais écrit en 4 langues nationales. Et quand ils écrivent ça en 4 langues nationales, ils nous donnent, en tant que KCC, nous allons organiser les sessions de formation dans le paroisse. Et dans les paroisses, on va expliquer pourquoi
tel groupe veut changer la Constitution, nous lui donnons les éléments. Et pourquoi l'autre ne veut pas changer et nous donnons les éléments. Et à partir de cela, chacun a le choix, librement, il peut s'engager au changement ou à ne pas changer la Constitution. Donc voilà le travail qui nous est demandé, nous, laïcs, responsables de la formation des autres laïcs, de faire pour qu'il n'y ait pas d'ombre, que le jour où s'il y a le référendum ou pas, celui qui s'engage en tant que responsable. C'est comme nous disons, comme à Mokolo et à Makabu. Donc, tu es responsable, tu t'engages, tu sais pourquoi tu t'engages. Voilà, c'est le travail qui nous est demandé en tant que 4CC sur le point de vue sur la Constitution, s'il faut la changer ou ne pas changer, mais il faut apporter l'information et la bonne, éduquer le chrétien, les fidèles, comme ça ils peuvent choisir d'eux-mêmes, peuvent décider en âme et conscience ce qu'il faut prendre ou laisser. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que j'ai sauté quelque chose. Après l'exposé du professeur, y avait-il des préoccupations, des questions? Parce que même si on va répondre après, mais il faut quand même que les gens posent des questions. Parce que c'est une conférence d'interaction. On ne va pas passer, on doit gagner du temps. Il y a des questions très économe. Et je reviens avec le président c'est l'Afrique Eldorado. Donc, un endroit où il y a pire. Est-ce possible? Il a évoqué ce point. Il faut qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas être dans cet Eldorado. Entre autres, l'escroquerie, les malversations, pillage des ressources, ça on en parle tout le temps. Même avec la guerre de l'Est, on parle de pillage des ressources. Et la maltraitance des autochtones. Est-ce qu'il y a-t-il des questions à poser au professeur pour que nous puissions avancer? Moi, c'est Yohan, je voudrais savoir, le représentant des 4CC. Nous suivons les informations sur les réseaux sociaux à chaque fois que les évêques interviennent. Mais pourquoi ces évêques n'ont pas intervenu dès qu'il y a une réaction de la population, c'est-à-dire leur déplacement, leur façon de dire les choses, leurs informations, avant qu'on arrive à la Constitution pour qu'il y ait un boom? Au départ, il n'y a rien eu. Ils n'expliquent rien. Ils font juste de dire aux gens qui voilà, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de cela. Mais au début, pourquoi ils n'avaient pas commencé ce travail-là dès le début? Mais arrivé à la Constitution, c'est comme si le Congo allait s'éclater. C'est ce qui choque un peu. Vous n'avez pas eu le temps de poser la question aux évêques, pourquoi nous sommes arrivés là-bas? Parce que la façon dont ils ont informé la population, et surtout nous les chrétiens, moi je suis chrétien catholique, ça m'a choqué. J'étais très choqué. Est-ce que par la suite, ils peuvent faire des conférences, expliquer à la population, et surtout dans les 4 langues nationales, pour que les gens comprennent ce qu'eux veulent? Parce que moi, personnellement, je trouve que les évêques visent personnellement, je sais que ce n'est pas le pays. Selon moi. Merci. Pour la question, les évêques se réunissent, ils ont un cycle de rencontres. Il y a comme toute organisation, il y a des moments où ils se rencontrent. Quand ils se rencontrent, ils font l'analyse, chacun donne la situation de son diocèse. Et après, ils analysent aussi la situation générale du pays. Après analyse de la situation générale du pays, c'est à ce moment qu'ils donnent le message. Alors, s'ils ont donné le message à ce moment, c'est parce que les gens parlent du changement de la Constitution. Et à ce moment, eux, ils se sont réunis, ils donnent
donner aussi leur position. Donc, comme on dit, c'est la lecture, nous appelons ça en tant qu'animateur, la lecture des signes de temps. Donc, l'événement qui se passe au moment où nous nous réunissons, c'est ce que nous appelons le signe de temps, et nous devons analyser et apporter une solution. Donc, s'ils ont fait ça, au moment où ils étaient réunis, parce que tout le monde en parle, tout le monde parle de la Constitution, le changement de la Constitution, et ils se sont réunis, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ils ne pouvaient pas laisser ça comme ça et partir pour chercher une autre occasion de revenir. Comme le signe de temps et le changement de la Constitution, ils se sont penchés sur ces dossiers. Et quand ils se penchent sur ces dossiers, ils consultent. Ils ne décident pas d'eux-mêmes, mais ils consultent. Si vous avez suivi les informations, ils ont invité quelqu'un qui était pour le changement, quelqu'un qui était contre le changement, et en dehors, ils ont pris aussi d'autres, le troisième groupe était des scientifiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni pour ni contre, mais qui parlent, qu'est-ce que c'est la Constitution, ils expliquent tout ça, et à partir de là, ils ont pris la décision. De la décision, ils ont annoncé ce qu'eux ils pensaient. Et ils pensaient que cette Constitution peut être changée. Parce que la Constitution elle-même, si nous le lisons très bien, prévoit le changement. La Constitution ne refuse pas le changement. Mais le problème, c'est à quel moment, comme le parti a dit, chacun trouve à son heure à lui pour pouvoir changer. Et c'est pourquoi nous disons que c'est nécessaire de pouvoir aller expliquer à la population pourquoi on veut changer, pourquoi on ne veut pas changer. Parce que la Constitution elle-même nous donne cette occasion-là de la changer. Mais il faut choisir à quel moment il faut le faire. Et là, c'est à ce moment-là où il y a les tiraillements. Moi, je vais au conscience aujourd'hui. À côté de moi, non, pas aujourd'hui, c'est demain. Et comment on peut parvenir à trouver le front commun? C'est en parlant, nous pouvons nous parler du bon. Moi, je veux aujourd'hui, toi, tu veux demain. Pourquoi? Et puis, on trouve la solution. Donc, les évêques, c'était des signes d'État. Donc, ils ne se sont pas réveillés, ils n'avaient rien à faire. Bon, nous allons parler de la Constitution. Non. Nous, à l'Église, il y a ce qu'on appelle les signes d'État. Donc, ce qui est d'actualité, c'est ce que nous traitons. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça dépend de. Comment vous accueillez ça, ça dépend de chacun. Mais il faut discerner. Moi, mon but, c'est discerner. Le grand problème dans tout ça, c'est la sagesse. Dans la sagesse, il y a le discernement. Voilà, nous devons avoir la sagesse pour traiter ces dossiers et ça va nous conduire vers un atterrissage en douceur. C'est la sagesse. Tout ça. Merci. J'ai quelques préoccupations par rapport à l'intervention du président de KCC, quelle est aussi une question de clarté. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les évêques de Kasaï se sont opposés à la décision des évêques de Kinshasa. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. La deuxième préoccupation, pourquoi l'intervention de l'abbé Kandi l'a amené à la suspension? C'est ça la question que je voulais avoir des éclaircissements sur ces questions. Parce que je n'assiste pas aux réunions des évêques, mais j'ai été à la réunion où la CECO a appelé tous les mouvements d'action catholique pour parler avec Monseigneur. C'est-à-dire qu'il y a eu des évêques qui étaient empêchés lorsqu'on a fait
liste de présence, sauf un qui est parti avant parce que son vol était avant, il est parti. Mais ceux qui n'ont pas signé, c'est-à-dire qu'ils étaient absents. C'est ce qu'il nous a dit. Moi, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'il nous a dit. Ceux qui n'ont pas signé étaient absents. Ils n'ont pas participé pour d'autres raisons qu'ils avaient discuté les problèmes dans le diocèse. Bon, vous l'avez, quand je n'ai pas l'information, je ne peux pas m'engager pour prendre cette responsabilité. À la déclaration de l'Union sacrée telle qu'elle a été lue par son représentant Maître Maï. Et c'est dans cette déclaration-là qu'on a présenté les signatures comme s'il y avait une divergence entre les évêques de la Sainte-Cour. Monseigneur Fleury a fait clairement comprendre que dans toute organisation, il y a un quorum et que la Sainte-Cour, comme n'importe quelle organisation, est conduite par cette loi et que le quorum ayant été atteint, cette réunion extraordinaire s'est tenue, mais qu'il n'y avait pas de discordance entre les évêques, et que si l'un ou l'autre évêque, à part l'évêque qui devait prendre son avion et qui est parti parce qu'il devait prendre son avion. Donc, nous devons aussi certainement avoir un discernement quand nous lisons, c'est que parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent à travers les réseaux sociaux. Je vous remercie. J'interviens ici pour poser la question au président du KCC. C'est une question d'éclaircissement. J'ai mon opinion sur le changement au nom de la Constitution, mais je ne valide pas cette position-là pour des raisons qui me sont personnelles et professionnelles. Mais j'aimerais avoir un éclaircissement sur le sujet du jour. Lorsque nous suivons l'histoire de notre pays, nous avons suivi l'actualité de notre pays depuis plusieurs années. Nous avons constaté qu'au moment où on devait mettre en place l'actuelle Constitution, l'Église catholique s'était fortement opposée à cette actuelle Constitution. Maintenant, comment expliquer qu'aujourd'hui, qu'on veut la changer parce qu'il a trouvé qu'elle était mauvaise? L'Église catholique ne voulait pas de cette Constitution. Mais maintenant, cette Constitution était mauvaise. Maintenant, on veut la changer. Pourquoi l'Église n'était pas d'accord? On n'a pas dit que l'Église ne veut pas changer la Constitution. L'Église dit ceci, que ce n'est pas le moment pour changer cette Constitution. Pourquoi? Parce que l'Église, dans les textes des évêques, si vous lisez bien, il donne des éléments que pour changer, il faut qu'il y ait la paix, la stabilité, l'unité nationale. On ne peut pas changer la Constitution au moment, comme le professeur a dit, on parle de balkanisation, une partie de la population n'est pas avec nous. Donc si nous voulons changer cette Constitution, il faudrait que le Congo soit uni, en fait, qu'il n'y ait pas de guerre de l'autre côté. Et à ce moment-là, tout le monde est apaisé et calme. Il peut, en âme et conscience, faire le choix s'il faut changer ou ne pas changer. Mais si nous avons d'autres préoccupations, qui est des préoccupations majeures, comme l'Est du pays qui est complètement occupé par la rébellion et les forces extérieures, cherchons d'abord à résoudre ces problèmes-là, à ramener la paix, et après la paix, quand nous sommes tranquilles, nous pouvons faire ce que nous voulons faire de la Constitution. Au regard de tout ce qui s'y raconte, et surtout au regard de ce que la Constitution elle-même dit, de sa modification ou changement, certains estiment que le débat
aborder cette question. Nous l'avons déjà abordée à travers la pétition. Les contraintes de la Constitution actuelle sont connues. Pas de révision en période en état d'urgence ou de guerre. Donc ça, c'est l'article 219 de la présente Constitution. Nous, à RAMEC, notre position depuis le 3 août 2024, avant que le gouvernement actuel ne parle d'un quelconque changement de constitution. Et nous avons dit, je le répète parce que Mme Comblé n'était pas encore arrivée lorsque j'ai fait le positionnement du thème de la conférence. Le peuple est souverain. Le peuple, en tant que souverain, peut décider à n'importe quel moment, et surtout en temps de crise, de se doter d'une nouvelle constitution. Les exemples historiques que nous évoquons, les plus marquants sont les suivants. La première assemblée constituante des temps modernes s'était tenue aux États-Unis en 1787. C'était 11 ans après que les 13 colonies, les anciennes colonies britanniques, s'étaient déclarées indépendantes. Mais puisqu'elles n'arrivaient pas à fonctionner correctement, les articles, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, de la Confédération. Il a fallu trouver une base pour permettre à ce que les États-Unis, aujourd'hui d'ailleurs, en ce moment où nous parlons, ils célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance. Et cette constitution a été modifiée, amendée 25 fois. Mais la nature fondamentale de la Constitution a été adoptée à l'issue de ce qu'ils avaient appelé la Convention constitutionnelle. Et cette Constitution, l'initiative avait été prise par 55 personnalités, dont la plupart étaient des avocats et des grands commerçants de l'époque. Le deuxième exemple, c'est la Révolution française, que nous avons tous apprise dans nos cours d'histoire en 1789. Après avoir convoqué les États généraux, c'est le roi qui les avait convoqués, et l'évolution, c'était en pleine crise que le peuple décide d'abolir la monarchie et d'instituer la République. Et c'est pour ça que avant, tout le monde pense que les Français ont été les premiers, mais les premiers étaient les États-Unis. Les autres exemples, pour aller rapidement en besogne, c'est la France. Après la Révolution de 1789, il y a eu une succession des républiques. Là, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, il y a eu une nouvelle assemblée constituante au sortir de la guerre pour créer la 4e République. Cette 4e République a connu un fonctionnement qui
n'assurait pas la solidité de l'État. D'ailleurs, la Troisième République, à l'issue de la guerre, c'est le général de Gaulle qui est élu et qui devient, parce qu'il a été le grand résistant, mais après cela, il y a des crises à succession, et c'est comme ça que la Constitution de 1946 connaîtra une grande crise en 1958 avec la guerre d'Algérie et le retour du général de Gaulle au pouvoir qui va créer la constitution de la 5e République qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Plus proche de nous, et je vais conclure par là, il y a les deux conférences nationales qui ont été les plus qui ont rencontré du succès. La première, c'est celle de Benin. Lorsque le président Kérékou est persuadé par des hommes intelligents, ils disent non, la meilleure façon de sortir de cette crise, c'est de convoquer la conférence des forces vives de la nation. Il accepte cette formule, mais qu'est-ce que la conférence des forces vives de la nation ont fait? Le premier acte, dès qu'ils se sont réunis, c'était de déclarer leur souveraineté. Et c'est là, de là qu'est née la formule de la conférence nationale souveraine, et les décisions qu'elle avait prises ont été directement obligatoires, exécutoires, et le nouveau Bénin avait émergé. La deuxième, c'était l'exemple du Congo-Brazzaville, et Mobutu ayant tiré les leçons de ces deux conférences nationales a joué de toutes ses forces compte tenu de la, comment est-ce que je dirais, la cupidité de nos politiciens pour faire capoter totalement la conférence nationale souveraine du Congo. Je vous remercie.